Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu, je vais faire un peu un portrait de la situation du logement, ou plutôt du mal logement au Québec, de l'impact que ça a sur les ménages locataires, mais particulièrement ceux à modeste et faible revenu, parce que c'est eux qui sont principalement impactés, voire très affectés par la crise actuelle. Les réponses possibles ou qu'il ne faudrait pas aborder pour répondre à la crise du logement. Un petit tour d'horizon de ce que fait le gouvernement du Québec, comme j'ai que 12 minutes, puis que moi aussi, j'ai du mal à me contenir dans la prise de parole. Ben, je ne parle pas d'Ottawa, parce que c'est Québec, pour l'instant, qui est le principal responsable de la mise en œuvre du logement social au Québec. Puis nos revendications au FRAPRU, là, qui permettent de répondre à la crise. Fait que les données sur lesquelles je m'appuie principalement, elles sont basées principalement sur le dernier rapport sur le marché locatif de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, puis sur les 2 derniers recensements de l'enquête des ménages de Statistique Canada. Alors, le logement au Québec, là, on constate en ce moment que c'est un droit qui est vraiment mis à mal. Au niveau de la pénurie de logements, elle n'a jamais été aussi importante depuis 2004. Le taux d'inoccupation en ce moment, à l'échelle du Québec, il est de 1,7 %. La SCHL dit que pour qu'on ait un taux équilibré, où le rapport de force entre propriétaires et locataires est là, c'est 3 %. Donc on voit bien qu'on est très en dessous de ce seuil-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble des centres urbains qui sont affectés par cette pénurie. Puis pour 25 d'entre eux, le taux d'inoccupation, il est inférieur à 1 %. Fait que la situation est vraiment difficile. Il n'y en a pas de logement locatif privé. Puis ce que ça impacte, l'impact que ça a, en plus d'un contexte de financiarisation du logement, c'est qu'on assiste à une explosion des coûts. Le loyer médian, en incluant les logements qui sont nouvellement construits, au Québec, il a augmenté de 8,6 % en seulement un an, de 2021 à 2022. Depuis 5 ans, là, pour les pour les appartements de 2 chambres à coucher, le loyer moyen au Québec, lui, il a augmenté de 200 $ par mois. On parle d'une augmentation de 25 % en 5 ans. C'est vraiment énorme. Puis quand on parle des logements qui ont changé d'occupants, donc qui sont plus occupés. En 2022, on assiste à une augmentation de 13,2 % comparativement à 3,6 % pour ceux qui n'ont pas changé d'occupants. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est la loi de l'offre à la demande, plus une absence de contrôle de la part du gouvernement du Québec des abus des promoteurs et des propriétaires. Fait que là, on se retrouve face à des propriétaires qui exigent des augmentations de loyer qui sont sans bon sens. Donc, j'ai des appels de locataires régulièrement au FRAPRU qui me disent « Mon propriétaire veut m'augmenter de 100 $ sur un appartement dans lequel je suis depuis 40 ans, qui sont vraiment en panique, etc. etc. » C'est de pire en pire. D'année en année, on a de plus en plus, puis les comités logements surtout, ont de plus en plus d'appels de ce type-là. Puis, il y a aussi une explosion du nombre d'évictions parce que les propriétaires veulent augmenter leur loyer de façon indue. Fait qu'une des techniques, c'est d'évincer leurs locataires pour ça. Donc, ces hausses rapides du loyer, elles contribuent vraiment à l'effritement du parc de logements locatifs. Donc là, selon les données, on assiste à une disparition vraiment rapide, voire effrénée, du nombre de logements accessibles aux ménages à faible et modeste revenu. De 2016 à 2021, c'est 116 000 logements locatifs abordables qui avaient un loyer inférieur à 750 $ par mois qui ont été perdus. 116 000, c'est juste désespérant. Puis c'est ça, puis ça ne va pas aller en s'améliorant vu qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Puis en plus, il n'y a pas non plus de palliatifs. Le nombre de logements sociaux qui se construit n'a jamais été aussi bas depuis la création du seul programme au Québec qui est absolument dédié au logement social, le programme Accès Logis. Là, je vais vous en reparler. Donc, déjà qu'on était dans un contexte de pénurie de logements sociaux qui est comme historique avant l'arrivée au pouvoir de la CAQ, mais pour la première fois de l'histoire du Québec, entre les 2 derniers recensements, on est passé d'un taux de proportion de 11,2 % en 2016 à environ 10,1 % en 2021.
Pourtant, il y a près de 38 000 ménages en ce moment qui attendent pour un HLM, sans compter les milliers d'autres qui attendent pour une coopérative d'habitation ou un OSBL d'habitation. Il y a 177 000 ménages locataires au Québec en ce moment qui ont des besoins impérieux de logement parce qu'ils payent trop cher, parce qu'ils vivent dans des logements insalubres, pas adaptés à leurs besoins, etc., etc. Fait qu'on comprend que la situation du logement, elle est vraiment terrible en ce moment. Puis ça a évidemment un impact sur l'ensemble des ménages locataires. Là, on le voit, la classe moyenne aussi commence à être impactée par ce phénomène. Moi-même, je me suis séparée, j'ai 2 enfants, puis ça a été compliqué de me trouver un logement à Montréal. En fait, c'est grâce à une coop que j'y arrive en ce moment. Fait que, alors, on imagine que j'ai un salaire du communautaire qui est quand même décent. Imaginons les personnes à l'aide sociale, imaginons les personnes qui sont au salaire minimum, etc., etc. Comment elles font en ce moment? Je ne sais pas. C'est d'une extrême violence. Puis, en plus, comme les propriétaires ont le pouvoir en ce moment, ben, on voit que les cas de discrimination augmentent. Fait que là, j'ai la chance d'être une femme blanche, mais quand on est une femme, quand on est racisé, quand on est autochtone, quand on est âgé, quand on est jeune, quand on est en situation de handicap, on vit de la discrimination dans notre recherche de logement. Fait que mettons qu'on perd un logement parce qu'on se sépare, qu'on perd un logement parce qu'on est évincé, qu'on perd un logement, toutes ces affaires-là, ben, trouver un logement quand on vit des discriminations, c'est mission impossible, surtout dans un contexte où il n'y en a pas de logement ou vraiment très cher. Fait que là, ça amène les ménages à accepter des conditions de logement qui ne sont pas bonnes pour eux. Soit des situations de dire bon, ben, je vais rester dans mon logement insalubre avec mes punaises de lit puis ma moisissure parce que mon propriétaire fait rien, mettant à mal ma santé parce que ben il y en a pas de logement. Nous, c'est ce qu'on dit à l'approche du 1er juillet aux gens qui vivent de l'insalubrité. Les locataires nous appellent en panique. Je vis de la moisissure. J'ai mon enfant qui est à l'hôpital tous les mois parce qu'il est malade à cause des moisissures. Je dois partir. Puis ce que je dois leur répondre, c'est tant que tu n'as pas trouvé un autre bail, tu ne pars pas. Parce que c'est mieux de vivre dans un logement insalubre qui met à mal la sécurité de tes enfants que de ne pas avoir de logement dessus, du tout. Ou dans des logements trop petits, fait que là, quand on est une famille nombreuse de 5 enfants puis qu'on doit se retrouver dans des 3,5, ça existe en 2023 au Québec. Ben, ça a des impacts sur l'éducation, ça a des impacts sur la violence conjugale et familiale, sur le stress, sur l'éducation, sur tout un tas de domaines qui n'ont pas de bon sens. Ça existait déjà avant la pénurie, mais là, ça n'a pas de bon sens. Puis, ou concéder à des loyers qui sont vraiment trop chers pour nos revenus. Puis ben là, on nuit à la réponse à nos autres besoins essentiels, parce que quand le droit au logement est compromis, ben souvent, on compromet notre droit à l'alimentation, on compromet notre droit à l'éducation, notre droit au transport, notre droit à la santé, etc., etc., etc. Et que ça a des impacts sur tout ça. Puis, ben là, sans compter, je voulais un peu nommer quand les gens nous appellent, mais le stress et l'anxiété que ça peut provoquer ce genre de situation. Encore une fois, quand on perd son logement, là, le nombre de ménages en pleurs en ce moment qui appellent parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a un rachat de leur logement par un nouveau propriétaire. Ils se disent, c'est sûr que je vais me faire évincer. Ça fait 30 ans que je vis dans mon logement est encore abordable. C'est sûr que je vais me faire évincer parce que le propriétaire va vouloir du profit. C'est ces affaires-là. Puis, comme je vous le dis pour la cohabitation, dans un logement trop petit ou l'insalubrité, etc., c'est terrible. Puis quand on doit quitter son logement, pour différentes raisons, ou parce qu'on est évincé, c'est aussi d'une extrême violence en ce moment, mais particulièrement les évictions illégales, parce que trouver un logement dans son quartier, dans son milieu d'appartenance, où se trouve l'école de nos enfants, où se trouve notre travail, où se trouve tout ça, ben c'est mission impossible parce qu'on doit s'excentrer de plus en plus pour trouver des logements qu'on est capable de se payer. Puis ça a vraiment des conséquences dramatiques sur la santé mentale, voire physique des ménages. Là, au 1er juillet, donc dernier, à l'été 2022, on a atteint un taux record de 4 000 ménages qui ont fait appel au service d'aide au logement de leur municipalité. Là où il y en avait, parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui avaient ce type de service-là. Puis ça ne comprend pas tous les ménages qui n'appellent pas leurs offices d'habitation. Puis parmi ce nombre-là, 629 étaient toujours sans logis au lendemain du 1er juillet. Pour plusieurs, ça devait être une courte période de dépannage. Fait que là, ils ont été hébergés par la ville. Des fois, ils se sont retrouvés dans des campements. Ils se sont retrouvés chez des voisins, hébergés dans le jardin du voisin, des affaires de même. Là, on a ce genre de situation. Donc ça s'est étiré souvent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On parle de familles là, qui ont vécu en camping pendant des mois parce que c'était trop... c'est ça.
Puis, voire encore aujourd'hui, je sais qu'à Gatineau, il y a des ménages qui sont encore hébergés depuis, depuis des mois et des mois par faute de logements qui peuvent se payer. Puis l'État, il donne des suppléments au loyer d'urgence, mais qui distribue au compte-gouttes, dont les règles d'attribution sont vraiment compliquées. Puis les proprios, ils n'en veulent pas de supplément au loyer parce que ils veulent pas loger, les pauvres, au final. C'est ça. Fait que là, le constat qu'on a, c'est aussi que l'itinérance augmente, les ressources d'hébergement débordent. On parle des ressources d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance, mais on parle aussi des ressources pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont obligées de concéder de rester avec un mari violent ou de vivre de l'itinérance cachée avec leurs enfants parce que les ressources d'hébergement débordent puis doivent refuser des dizaines de milliers de femmes par année parce que les maisons sont engorgées parce que les femmes qui cherchent à sortir des maisons d'hébergement ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas de logement abordable qu'elles sont capables de se payer à la sortie de ça. Céline. Je vous donne il me reste combien de temps? Sérieux? Bon. Et puis là-dedans, les ménages, ils ont peu ou pas de recours au tribunal administratif du logement. Donc, est-ce qu'une simple augmentation de l'offre, ça suffit? Non. Comme le prétend le gouvernement du Québec. Là, je vous l'ai dit, là, la spéculation, tout ça fait en sorte que ce qui se construit en ce moment, ça n'a pas de bon sens au niveau des prix. Les prix explosent, fait que ça compte finalement l'augmentation de l'offre de logement privé actuelle contribue à la crise du logement et à la rareté du logement en ce moment. Est-ce que le logement abordable, c'est la solution? Parce que c'est ça que le gouvernement dit, il faut construire du logement abordable, pas du logement social, sauf que le logement abordable, c'est une notion floue, c'est une notion élastique, c'est une notion fourre-tout qui, depuis qu'elle est utilisée par les gouvernements, ce qui se construit, c'est jamais abordable, puis en plus, c'est pas pérenne parce que c'est souvent limité dans le temps. Contrairement au logement social qui, lui, répond réellement aux besoins, parce qu'il est hors du marché, parce qu'en plus, il génère des retombées économiques, il assure une sécurité d'habitation, on a un contrôle sur ses conditions de vie, puis il est subventionné par l'État. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que fait le gouvernement du Québec actuellement, puis depuis son premier mandat? Il ne met pas de mesures pour contrôler le marché privé en ce moment. Les investissements diminuent de plus en plus. Là, on le voit sur le tableau, je ne sais pas si c'est assez lisible, mais ça, c'est la proportion de logements sociaux qui ont été financés puis construits depuis la création du programme. Puis on voit que ça diminue drastiquement. Si la CAQ continue à ce rythme... Attends, Conclusion, Céline? Il faudra 140 ans pour répondre aux besoins criants des ménages mal logés. Le dernier budget est absolument honteux. Et en plus, pour finir le coup près, le gouvernement du Québec a annoncé vouloir abandonner le programme Accès Logis qui permet depuis 1998 de répondre à un ensemble de besoins. Donc voilà. Du coup, nous, on réclame à ce qu'il y ait le maintien d'Accès Logis, son amélioration, puis 50 000 logements sociaux en 5 ans, ainsi que des mesures pour protéger les droits des locataires. Merci. Merci, Céline. C'est toujours plus ingrat quand on est la première. On aura le temps d'échanger aussi après. Alors, Jean-Yves Desgagnés et O'Neill, sur notamment comment ça se vit, la pauvreté, même un tout petit cours d'orientation géographique, parce qu'aujourd'hui, on a des gens d'un peu partout au Québec. Ça va, les gens du Québec qui voyagent. Mais il y a des gens de Montréal ici aujourd'hui. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, on va vous féliciter, les gens de Montréal, d'avoir pris le risque de traverser la 20. Et Chaudière-Appalaches, ici, vous êtes à Québec. Vous regardez par la fenêtre, il va y avoir peut-être un tunnel un jour. Chaudière-Appalaches, l'autre côté. Juste pour que vous soyez orientés pour la présentation de Jean-Yves. Vas-y. Merci. Donc, ceux qui connaissent la Beauce, le sirop d'érable, là, c'est dans la région de Chaudière-Appalaches, grande productrice de sirop d'érable et de porc aussi. Puis actuellement, c'est très difficile, la situation des agriculteurs en Chaudière-Appalaches et aussi en Charlevoix. Alors, donc, bonjour tout le monde. Alors, merci donc à l'Observatoire d'avoir organisé cette activité, de nous avoir invités, moi et O'Neill. Alors, nous, ça va être une présentation beaucoup plus qualitative. Donc, moi, comme chercheur, je vais vous présenter, en fait, les résultats d'une petite recherche qui a été menée là, récemment sur la question de l'impact de la hausse du coût de la vie. Et O'Neill va amener plus le point de vue de l'expert, donc de celui qui vit la pauvreté et qui va nous apporter un point de vue plus personnel, mais aussi plus vécu.
Alors voilà, donc comme je le mentionnais, donc afin de répondre à la question posée par ce panel, j'ai demandé à un de mes étudiants au baccalauréat en travail social de mener une série d'entrevues téléphoniques auprès à la fois d'intervenants d'organismes communautaires en Chaudière-Appalaches, mais aussi auprès d'experts du vécu de la pauvreté. Alors donc, c'est une petite recherche qui s'est déroulée dans le fond au cours de la période entre le 13 et le 20 mars 2023. Donc, 6 intervenants, on a fait des entrevues avec 6 intervenants d'organismes communautaires et 4 experts du vécu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est qualitatif, hein? Donc c'est vraiment une petite recherche. Alors donc, et les organismes communautaires, il y avait des intervenants qui étaient soit dans des banques alimentaires, soit dans des organismes de défense des droits, ou encore des groupes qui travaillaient auprès des femmes. Alors donc, puis là, je me rends compte qu'on a peut-être oublié la question des personnes immigrantes, mais en tout cas, ce sera peut-être pour la suite des choses. Alors donc, en tout, donc, on a rencontré 6 intervenants d'organismes communautaires et 4 experts du vécu. Alors voici maintenant ce qui se dégage un peu, ce que nous ont partagé d'abord les intervenants des organismes communautaires. La première des choses qu'ils nous ont partagé, dans le fond, c'est que l'impact, en fait, ce qu'ils constatent, dans le fond, c'est que la hausse du coût de la vie a été plus importante, puis ça va venir confiner sur les essentiels de la vie, que ce soit la nourriture, les déplacements, le logement. Donc, ça a été mentionné précédemment. Bon, mais donc, l'expérience que vivent les citoyens qui sont en situation de pauvreté, les intervenants qui travaillent avec des personnes en situation de pauvreté, constatent, dans le fond, qu'effectivement, c'est au niveau des essentiels de la vie qu'il y a eu le plus d'augmentation. Ils ont constaté aussi une augmentation des demandes d'aide alimentaire, à point tel qu'il y a même un des organismes de Chaudière-Appalaches qui a dû déménager, changer de locaux, tellement, effectivement, dans le fond, les locaux n'étaient plus adéquats pour répondre aux besoins des demandes d'aide alimentaire. Il a été constaté aussi une plus grande détresse chez les personnes une plus grande détresse chez les personnes ayant parfois à faire des choix déchirants entre, par exemple, nourrir leurs enfants ou leur payer des loisirs, repousser les frais dentaires non couverts des enfants, remettre en question la possibilité de se faire enterrer ou de repousser les préarrangements. Ça, c'est un organisme qui travaillait auprès des personnes aînées, donc en situation de pauvreté. Les intervenants nous ont partagé également avoir été confrontés à des situations nouvelles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Celle d'un monsieur âgé qui vit avec une pension de retraite, qui a vécu dans son char, dans son automobile, pendant 3 semaines. Celle de 2 mamans ayant dû quitter leur logement pour des raisons de sécurité, qui ont eu de la difficulté à se reloger, même en Chaudière-Appalaches, la même réalité que tu as vécu, ils ont eu de la difficulté à trouver un logement qui était abordable. Tu sais. Puis, parfois, il fallait qu'ils se déplacent. Quand tu n'as pas de voiture, alors ça compliquait énormément leur recherche de logement. Ils ont constaté aussi l'arrivée de personnes avec des belles voitures, ce qu'ils n'avaient jamais vu dans certains organismes comme tels. Hein, ça montre donc que ça touche aussi la hausse du coût de la vie d'autres catégories de la population, des gens qui, effectivement, avaient peut-être de meilleurs emplois, hein, mais qui avaient monté la carte de crédit, hein, très, très élevée, puis là, ils n'y arrivent plus. Alors là, ils vont dans les banques alimentaires. Celle de l'arrivée aussi, celle de personnes aussi qui vivent encore plus d'isolement. Parce que quand on vit en Chaudière-Appalaches, il y a beaucoup de communautés rurales, le territoire est très grand, donc il n'y a pas de transport collectif, là, ou très, très peu. Hein, c'est vraiment c'est vraiment pas très développé. Ça te prend un char, ça te prend une voiture, dans le fond, pour te déplacer. Puis souvent, les gens pauvres, dans le fond, ils se contentent de minounes, ou de vieilles voitures. Puis même maintenant, les prix ont tellement augmenté pour les vieilles voitures que quand elles brisent, ils ne sont plus capables de s'en racheter. Alors, quand tu vis dans un rang, à plusieurs kilomètres du village ou de la grande ville, vous comprendrez que tu es encore plus isolé. Ou si tu dois aller pour des services de santé, c'est encore plus compliqué. Alors voilà, donc, il a été constaté aussi, ça c'est quand même c'est un effet indirect. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. Des fois, on fait des petits projets, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à trouver. Mais il y a des organismes aussi qui nous ont parlé aussi que la hausse du coût de la vie a eu des impacts sur le coût de fonctionnement de l'organisme. Donc, effectivement, et là, ça faisait en sorte, dans le fond, entre autres, un des facteurs qui amenait cette hausse-là, c'était que les organismes avaient dû augmenter les salaires qui étaient versés à leur personnel pour éviter qu'ils partent vers d'autres emplois. Alors, ça aussi, là, donc la hausse du coût de la vie a des impacts aussi à la fois sur le fonctionnement des organismes communautaires. Il y en a un organisme qui nous a dit on a obligé de couper les services. Parce que finalement, on n'arrive pas là, avec les budgets qu'on a, puis on n'a pas le financement gouvernemental ne suit pas nécessairement. Enfin, selon les intervenants de notre échantillon, à tout ça, dans le fond, le fait de vivre en milieu rural aussi, ça, en fait, ça
ça a un impact, en fait, ça hausse aussi, ça augmente l'impact négatif de la hausse du coût de la vie, là, à cause, entre autres, des coûts de transport qui sont très, on l'a vu tantôt, 11 d'augmentation des coûts de transport. Alors, vous comprendrez que ça a un impact très important sur le budget des personnes. Alors, voilà. Puis aussi, la question, il y a beaucoup de déserts alimentaires aussi en Chaudière-Appalaches. Donc, dans le fond, des communautés où il n'y a pas d'épicerie, où c'est seulement un dépanneur, ou encore, il faut que tu te déplaces. Donc, ça aussi, ça vient aggraver encore plus la situation, le fait de vivre en milieu rural. Je vais maintenant avec ce que nous ont partagé les experts du vécu. Ça va-tu, Marc? Ça a-tu l'air à rentrer? Là? C'est toi qui maîtrises ton temps. OK, parfait. Et je veux juste te rappeler que la parole d'O'Neill est particulièrement importante. Alors, donc, je vais avec ce que nous ont partagé, effectivement, nos experts du vécu. Alors, donc, ils ont constaté, eux aussi, une augmentation de leur budget consacré à l'alimentation. Il y en a même une personne qui nous a dit que son budget avait doublé. Hein, parce qu'on sait que dans les coûts de l'alimentation, là, un nous a même confié que sa canne de ragoût de boulette avait passé de 3 piastres à 6 piastres. C'est quand même, tiens, on voit l'augmentation. Ils ont constaté aussi dans leur entourage les situations suivantes. Donc, une augmentation de la problématique de la faim dans certaines familles, augmentation de l'itinérance. Ça, je pense qu'O'Neill va plus l'aborder. Ils ont constaté aussi une augmentation du stress vécu par les enfants dont les parents avaient de la difficulté à pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Alors, donc, aussi des impacts sur les enfants. Ça, je pense que quand il y a des familles en situation de pauvreté, il ne faut pas le négliger. Et aussi avoir développé, il y en a qui commencent à dire, bien là, comment je vais faire pour arriver? Donc, qui essayent qui commencent à réfléchir à des nouvelles stratégies. Il y en a une qui a dit, bien, je pense que là, je vais devenir végétarienne. Comme ça, je ne mangerai plus de viande. Ça va me coûter un peu moins cher. Une autre nous a dit, bien là, je vais commencer à faire mon propre savon, mes produits de nettoyage. Vous voyez un peu là, comment les impacts très, très concrets là, de cette hausse-là. Alors, donc, à la lumière de ce que nous avons entendu des intervenants d'organismes communautaires et d'experts du vécu, ce qui est clair, c'est que c'est dans leurs besoins de base, se nourrir, se loger, se transporter, que les personnes en situation de pauvreté sont le plus affectées par la hausse du coût de la vie et que vivre en contexte de ruralité vient amplifier les conséquences. Pour conclure ma présentation, j'aimerais maintenant vous partager ce que l'étudiant ayant réalisé les entrevues pour ce projet a appris de cette recherche. Ça m'a vraiment touché. J'ai dit, écoute, je veux que tu écrives ça. Je vous le lis. C'est vraiment textuel. Ce contrat est mon premier pas dans le travail social. Je suis intervenant social depuis 5 ans déjà, principalement avec la clientèle scolaire, mais également avec les personnes en situation d'itinérance. Et je dois dire que naïvement, je ne croyais pas que je serais autant secoué par ce contrat. Je tente du mieux que je peux de me renseigner sur la situation de la pauvreté à travers différents médias et mes contacts. Toutefois, entendre parler de misère, d'espoir, de situations exceptionnelles devenues hebdomadaires et de solidarité par une personne qui vit tout cela en bout de ligne, ça frappe. J'ai pris quelques minutes pour souffler après quelques échanges, autant pour faire redescendre le moton pris dans la gorge, que de faire descendre mon indignation, dépendamment de ce que j'ai entendu. J'ai éprouvé une grande fierté de pouvoir transposer dans ce rapport les choses qui m'ont été partagées avec tellement de transparence et d'honnêteté. Et bien que nos enseignants essaient du mieux qu'ils peuvent de nous donner des exemples concrets, cette expérience d'auxiliaire de recherche me permet d'atteindre un degré de compréhension qui n'est pas possible par expérience interposée. Alors voilà. Alors donc, pour conclure ma partie, je dirais, O'Neill, non, on n'est pas tous égaux. Au niveau des impacts, les impacts sont beaucoup plus grands pour certains groupes de citoyens. Je laisse maintenant O'Neill poursuivre. Bonjour. Avant de répondre à la question posée par ce panel, je vais vous donner un peu d'informations sur qui je suis. OK. Premièrement, je suis un expert de vécu de la pauvreté. Originaire du Nouveau-Brunswick et vis au Québec depuis 2005. J'ai 71 ans et je vis en Chaudière-Appalaches depuis 18 ans. J'ai vécu environ 12 ans à Thetford Mines, puis j'ai déménagé dans les municipalités éloignées pour payer moins cher de loyer. Depuis que je vis en Chaudière-Appalaches, j'ai commencé à m'impliquer pour lutter contre la pauvreté. Depuis 18 ans, j'ai eu de nombreuses implications bénévoles dans différents organismes. Un problème de voix? J'aurais dû m'apporter de l'eau. Hein? Il y a quelqu'un qui va apporter un verre d'eau. Merci.
prendre un break. Depuis 18 ans, j'ai eu de nombreuses implications bénévoles dans différents organismes communautaires. Je suis à la table de développement communautaire des Appalaches de ma MRC. Je suis à la table de développement communautaire, c'est ça, je suis au collectif pour un Québec sans pauvreté, au comité consultatif sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au gouvernement provincial, au comité consultatif de lutte contre la pauvreté et je suis en train de me répéter, hein, au collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. Le reste, je vous le dirai la prochaine fois. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, je vais tenter de répondre à la question de ce panel. Sommes-nous égaux face à la hausse du coût de la vie? Personnellement, je ne crois pas. Ce que je constate autour de moi depuis que la pandémie, avec la hausse du coût de la vie, c'est qu'on recule. Je vois autour de moi, je veux dire, Appalaches, des gens qui ont faim, des itinérants. Une réalité qui, malheureusement, ne se vit pas seulement dans les grandes villes. Un travailleur de rue m'a confié avoir découvert des itinérants dans des milieux, dans des municipalités éloignées, éloignées des centres. Et même un campement dans le bois où il y avait des vêtements d'enfants. Puis j'ai des photos là-dessus. Personnellement, je trouve que nos itinérants sont moins bien traités que nos chiens, car nos chiens couchent à l'intérieur et on leur donne à manger. Après toutes mes années d'implication bénévole, cela m'écoeure, car je ne comprends pas qu'un pays aussi riche que le nôtre ne trouve pas de solution pour permettre au monde de manger convenablement et d'avoir un logement décent. Et ce qui m'écoeure encore le plus, c'est que j'ai le sentiment que nos gouvernements ne veulent pas vraiment sortir les gens de la pauvreté. Je trouve aberrant, par exemple, la décision du gouvernement de se donner comme objectif dans le dernier plan de lutte contre la pauvreté de couvrir seulement 50% des mesures du panier de consommation pour les personnes seules à l'aide sociale, alors que le plein montant de ce panier est loin de sortir les gens de la pauvreté. Présentement, comme citoyen engagé depuis 18 ans, je ne crois plus tellement à des rencontres comme aujourd'hui, pour parler, constater et réfléchir pendant que quelques centaines de milliers de citoyens ne mangent pas à leur faim, avec toutes les conséquences que cela peut entamer pour l'avoir vécu moi-même. J'ai vécu pendant plusieurs années ce que j'appelle ma période de misère noire, avec des grands bouts de pas de bout. Avoir faim tous les jours, c'est pas drôle. J'ai connu le mal de vivre, me lever le matin écœuré, me coucher le soir écœuré. C'est pas drôle d'être obligé de compter ses cents tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'on peut s'acheter à manger. Je ne souhaite pas à personne de vivre cela, mais je sais malheureusement que beaucoup le vivent maintenant. Si on ne veut pas que la situation dégénère, il est urgent d'agir à court terme sur ce problème de la faim. Voilà pourquoi je propose au gouvernement de mettre en place une allocation alimentaire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci beaucoup, O'Neill. Merci beaucoup de nous avoir dit que vous ne croyez pas tellement à un événement comme aujourd'hui, mais d'avoir quand même eu la volonté de venir nous partager votre réflexion parce qu'on a tous besoin d'un petit... Oui, je sais. Je sais. Il y a beaucoup de fautes à son actif, Jean-Yves. Je pourrais en raconter d'autres. Mais merci, O'Neill. Alors, Maria, ça a été dit, je pense que c'est M. Boucher, un petit peu plus tôt dans le premier atelier, qui a parlé d'avariceflation, concept que c'est la première fois que j'entendais. Puis on a eu aussi dans la discussion, après le premier atelier aussi, on parle beaucoup des gens en bas de l'échelle quand on parle des inégalités. On ne parle pas assez des gens en haut. Allez-y. Effectivement. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Effectivement, donc on parle des inégalités, mais on ne parle pas de... S'il y a des inégalités, il y a quelqu'un il y a des gens, des groupes sociaux qui en profitent. Donc,
évidemment, je ne l'avais pas vu comme ça, mais maintenant qu'on le formule comme ça, je trouve ça plutôt intelligent, de regarder la création de ces inégalités-là. Donc oui, je fais une suite à la présentation de M. Boucher de ce matin. Donc, en me préparant pour la journée, j'ai réalisé que les arguments par rapport à l'inflation, les arguments ou, disons, ce qu'on pense collectivement est souvent similaire à ce qu'on pense collectivement et les arguments par rapport à la pandémie. C'est-à-dire que beaucoup parlaient de la pandémie, surtout au début, en disant « nous sommes tous égaux face au virus ». La COVID-19, on disait que c'était un grand égalisateur, que le virus était aveugle aux inégalités sociales. Alors, on a remarqué assez rapidement que ce n'était pas le cas. Évidemment, au niveau le plus élémentaire, là, un corps humain peut être similairement vulnérable à un virus qu'un autre corps humain, mais dans la réalité, et là, je suis aussi du côté qualitatif du spectre, toutes les crises sont médiées par les structures d'inégalité existantes. Ça a l'air simple à dire, puis on est tous d'accord que l'inflation, la hausse des prix n'est pas égale pour tout le monde, mais théoriquement, c'est important pour les arguments qu'on va formuler. Les impacts sociaux diffèrent en fonction de notre positionnalité, c'est-à-dire notre position sociale dans la société. Et donc, l'inflation, de la même manière, mes copanélistes l'ont dit de manière plutôt éloquente, si le prix des denrées de base augmente, oui, on va tous payer le casseau de framboise ou le litre d'essence plus cher, mais on n'a pas tous le même vécu par rapport à cette hausse des prix. Ne serait-ce qu'entre moi et ma grand-mère. Et donc, ça, c'est le constat de base. Et aujourd'hui, je vais parler de l'avariceflation, qui était aussi un nouveau terme pour moi. Comme je lis beaucoup en anglais, c'est le greedflation. Pour mettre un peu en perspective donc, les impacts de l'inflation, mais aussi essayer de rendre plus incarnées les crises dont on parle souvent de manière plutôt désincarnée. Des inégalités, oui, entre groupes de personnes, mais il y a des gens aux deux spectres de ces inégalités-là. Donc, beaucoup d'analystes, et M. Geoffroy en a parlé ce matin, ont discuté du fait que les distorsions du marché venaient des bouleversements liés à la pandémie. Donc, l'inflation vient de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Là, je ne vous répéterai pas tous les arguments. Les habitudes de consommation ont changé. La pandémie a eu des impacts. Il y a différents facteurs géopolitiques aussi. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais mon argument, ce que j'essaie de vous amener aujourd'hui, c'est que l'inflation est au moins partiellement due à une hausse des marges de bénéfices des compagnies. C'est ça, l'avariceflation, finalement, c'est que et je vais dire certaines personnes, parce que les compagnies ne sont pas une entité désincarnée avec personne sur les conseils d'administration. Donc, les compagnies ont profité du fait que les prix augmentaient pour les augmenter un peu plus, ou du moins pour ne pas eux-mêmes, comme compagnie, subir les impacts par rapport à leur marge de bénéfices. Donc, l'Oblast, par exemple, a fait des bénéfices de, et là, il y a trop de zéros pour que je compte, 529 millions au 4e trimestre de 2022, alors que 5,8 millions de Canadiens se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Puis il y a des gens, ce n'est pas la compagnie qui fait de l'argent, c'est des gens qui font de l'argent, qui prennent des décisions, et par ces décisions-là, s'en mettent plein les poches. Et, comme vous disiez, les gouvernements ont un rôle à jouer dans ça, pour gérer les impacts. Donc, le paradoxe est le suivant. On est tous en train de se serrer la ceinture. Bon, moi, c'est un peu plus dur ces temps-ci, mais la ceinture est déjà... Parce que je suis enceinte, pour ceux qui ne l'avaient pas marqué. Je n'ai pas juste pris du poids dans les derniers mois. Donc, la ceinture est au dernier bouton là, pour plein de personnes, mais qu'en est-il de ceux et celles et des compagnies qui fixent les prix? Donc, en principe, les compagnies montent les prix parce que les coûts des matières premières augmentent, les coûts de la production, les coûts de la main-d'œuvre. Donc, ça coûte plus cher produire quelque chose, on va vendre la chose plus cher, en général. Mais beaucoup d'observatrices remarquent que, c'est ce que, comme je vous disais, les compagnies vont profiter du fait que les prix augmentent jusqu'à temps que ce soit quand même soutenable. Et là, on voit que soutenable, ça dépend pour qui. Et ils vont profiter de ce moment-là pour augmenter les prix. Donc, le Syndicat canadien de la fonction publique a calculé qu'en 2022,
les grandes entreprises canadiennes ont fait des profits records depuis les années 60. Et là, bon, contrairement aux petites et moyennes entreprises, on pourra en parler, qui, elles, en pâtissent davantage. Mais le problème sous le modèle économique capitaliste dans lequel on vit, c'est principalement les grandes entreprises, qu'on pense aux grossistes en alimentation, aux épiceries, aux dépanneurs, aux consortiums de dépanneurs, par exemple, les compagnies pétrolières, les compagnies de construction. Donc, en proportion du PIB du Canada, les profits après taxes des grandes corporations ont atteint le plus haut seuil des 60 dernières années. Alors qu'on est dans une période où on n'arrête pas de parler, les prix augmentent, on est tous en train d'en subir les impacts, mais de avril à juin 2022, les profits des grandes compagnies ont compté pour 20 % du PIB du pays. Donc, c'est le double de la moyenne des profits par rapport au PIB entre 1960 et 2000, alors qu'on est en période de crise. Je vous laisse là-dessus. Donc, bref, donc, tout ça pour dire, je me répète, mais les consommateurs, consommatrices, tout le monde en paye le prix, mais les compagnies n'en payent pas le prix. C'est ça le point. C'est qu'en fait, on n'est pas tous égaux dans cette crise-là. Donc, évidemment, comme je vous disais, il y a des distorsions du marché, il y a un contexte géopolitique, il y a eu la COVID, tout ça. Il y a des matières premières qui, en effet, coûtent un peu plus cher. Mais dans certains secteurs, l'impact n'a pas été aussi grand. Et bon, une autre dernière statistique pour ceux qui aiment les chiffres. Le Economic Policy Institute calcule que la moitié de la hausse des prix est due, donc 50 % est due à des plus hauts profits, alors que l'augmentation des salaires contribue à la hausse des prix pour seulement 8 % Donc, normalement, des études qui ont été faites entre 1979 et 2019 qui disent que les profits en général contribuent à 11 % des augmentations de prix et le prix du salariat pour 60 %. C'est normal. Si les prix on est d'accord à payer les gens qui travaillent, les gens salariés plus cher. Donc, le prix du salariat, normalement, contribue pour bien davantage le prix des objets et des services qu'on consomme. Mais en temps de COVID, ça a été inversé. Donc, le prix des salaires a contribué seulement pour 8 % de la montée des prix, alors que les profits pour 50 %. Donc, ironiquement, et moi, honnêtement, j'avais écrit un article dans Le Devoir là-dessus parce que j'étais complètement flabbergastée. L'ironie, c'est qu'une inflation élevée va être corrélée avec une augmentation des profits. Donc, les compagnies profitent du fait de la hausse des prix pour augmenter leurs profits. Et bon, toutes choses étant égales par ailleurs, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont faire, pas dans tous les cas, qu'ils vont faire nécessairement beaucoup plus d'argent en bout de ligne, mais pour éviter de diminuer leurs gains, à la fin de l'année, elles vont augmenter leur marge de profit. Et bon, je ne gagerai pas là-dessus, mais il est à penser que peut-être qu'après la crise inflationniste, les marges de profit vont rester élevées. C'est rare, on n'a pas démontré encore que des acteurs qui recherchent le profit vont décider d'être smart. Donc voilà. Donc c'est faux de penser que tout le monde a été affecté de manière égale. Aussi, bon, comme je vous disais, il y a certaines compagnies qui sont sorties gagnants là, de la pandémie, ne serait-ce que parce que ceux qui ont, entre vous et moi, qui ont des salaires stables, on a seulement redistribué les postes budgétaires et donc on a acheté souvent plus de biens matériels alors qu'on allait moins au restaurant ou au gym. Donc, il y a des compagnies qui s'en sortent déjà bien, mais qui, comme nous sommes dans une ère où les prix augmentent, vont quand même en profiter pour augmenter leurs prix. Et ça, ce n'est pas lié à l'inflation. Donc, comme M. Duguay, je terminerai en interpellant les gouvernements. Il y a beaucoup d'études, notamment du Economic Policy Institute de Oxfam, qui proposent de taxer davantage les compagnies les plus fortunées. Et là, un point important, c'est qu'on ne parle pas de taxer les salaires, parce que le 1 % de la société ne vit pas sur des chèques de paye. Vous et moi vivons sur des chèques de paye. Donc, l'idée, c'est de taxer les actifs, c'est de taxer les propriétés, c'est de taxer les profits. Ça se fait, il y a beaucoup de gens qui proposent ça, et pas des gens nécessairement très à gauche. Warren Buffett, Bill Gates aux États-Unis, deux des plus grandes fortunes américaines, demandent publiquement à Washington d'augmenter leur taxation. Plus tard, on va entendre un représentant de Ressources en Mouvement, qui est un groupe de jeunes fortunés canadiennes qui veulent plus de redistribution de richesses puis qui disent « taxez-nous davantage ». Donc, c'est un argument qui prend
qui prend du terrain. Bon, Québec solidaire avait une politique dans le même sens qui, évidemment, n'a pas été très acceptée, qui a été plutôt critiquée durant les dernières élections. Mais Oxfam calcule qu'un impôt supplémentaire de 2 % pour les millionnaires, 3 % qui détiennent plus de 50 millions de patrimoine et 5 % pour les milliardaires augmenterait de manière exponentielle environ 50 milliards de dollars par année les revenus du pays. Donc, ça devient de plus en plus consensuel, ce que je trouve plutôt bien. Puis donc, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement sur le revenu, mais sur les actifs et les profits, parce que c'est ce qu'on voit en temps de crise. Les salaires restent les mêmes, mais les profits, eux, augmentent. Donc, voilà. Merci. Le genre de présentation qui met de bonne humeur. Nous sommes tous égaux. Les changements climatiques, là, moi, jusqu'à preuve du contraire, quand il fait chaud pour tout le monde. L'hiver qui ne termine plus, il ne termine plus pour personne. Fait qu'on devrait être tous égaux face au changement climatique. Marianne Sarah? Eh bien, à notre grande surprise, non. Et si, effectivement, c'était assez déprimant, donc j'ai le malheur de vous dire que ça ne s'améliore pas avec ma présentation. Donc, j'ai un PowerPoint. Je ne sais pas si c'était possible de le mettre. Donc, merci à tous mes collègues qui ont vraiment mis la table pour qu'on puisse parler maintenant de justice climatique. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Marc, on est tous touchés par les changements climatiques, mais la différence ici, c'est qu'on ne l'est pas de la même façon. On l'a vu, par exemple, avec la pandémie. Durant les moments de crise, les inégalités sont exacerbées. Il y a des nouvelles inégalités aussi qu'on voit naître dans la société. Mais c'est la même chose avec les changements climatiques. Pour faire ma petite présentation, j'ai décidé d'orienter ça vraiment vers 3 effets directs qu'on voit des changements climatiques pour voir vraiment l'impact que ça a sur le coût de la vie, sur la qualité de vie des gens ici au Québec. Donc, ce qui est intéressant d'abord à dire, c'est qu'on sait que les changements climatiques ont vraiment un impact sur la qualité de vie des gens. Par contre, un grand problème, c'est qu'il y a très peu de données sur l'impact des changements climatiques, non seulement en Occident, d'un point de vue social, mais aussi vraiment en milieu urbain. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment très important, je pense, qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui. Un des premiers éléments, c'est vraiment les difficultés qui sont liées au confort, des difficultés qui sont liées vraiment avec les écarts de température. Ça nous permet de parler de tout l'enjeu des logements, mais aussi de l'accessibilité aux espaces verts. Donc, il y a une grande inégalité à travers le Canada à ce niveau-là. Ensuite, ça nous permet de parler de l'augmentation du prix des denrées qui est induit par les changements climatiques. Ça nous permet de parler d'insécurité alimentaire, mais aussi de transport, c'est-à-dire d'accessibilité à des supermarchés qui sont accessibles pour tous aussi, mais aussi de l'embourgeoisement qu'on voit dans certains arrondissements, dans certaines régions. Et finalement, les changements climatiques induisent aussi une inégalité de genre entre les hommes et les femmes, mais aussi une inégalité entre les femmes elles-mêmes. Donc, ça nous permet ici de parler du travail reproductif, de la charge mentale, des personnes à charge, mais aussi des conditions de travail. Pour commencer, donc moi, je fais partie des courageuses qui ont traversé la 20 pour venir ici de Montréal. Donc ici, ce que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est vraiment le lien qu'on voit entre l'adaptation au changement climatique et la précarité matérielle et sociale. Donc ici, c'est une carte de Montréal. On a superposé des cartes d'îlots de chaleur avec une carte de précarité matérielle et sociale. Et ce qu'on voit, c'est vraiment une correspondance parfaite pour 11 arrondissements à Montréal. Donc il y a vraiment un lien face à la résilience, à l'adaptation au changement climatique pour les populations les plus vulnérables. Ce qu'on remarque dans ces arrondissements-là, c'est qu'ils sont généralement en périphérie de la région de Montréal. La raison, c'est qu'il y a une crise du logement. C'est beaucoup plus difficile pour les personnes les moins bien nanties de se trouver un logement. Ça nous oblige à nous éloigner. Ce qu'on voit, c'est vraiment dans ces arrondissements-là une concentration de logements qui sont vétustes, qui n'ont pas été rénovés. Juste pour quelques statistiques là, pour vous mettre de mauvaise humeur. Donc, on estime au Québec qu'environ 40... Oh, ça a changé tout seul. Pas normal, ça. Bon, vous n'aurez pas mes statistiques choc. Oui. Donc, on estime qu'environ 40 des HLM sont en mauvais état ou en très mauvais état au Québec. Et qu'environ 40 des logements à prix modique nécessitent vraiment des travaux majeurs. Ça, c'est vraiment une moyenne parce que, par exemple, c'est sorti le mois dernier dans les médias qu'environ 80 des logements à prix modique à Brome-Missisquoi étaient considérés comme étant vétustes et dans très mauvais état. Donc, c'est catastrophique en ce moment, la situation. Ça a un lien vraiment avec l'appauvrissement, avec l'augmentation
l'augmentation du coût de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, on estime que le droit au refroidissement, c'est un droit essentiel pour la santé des gens. Lorsqu'on est dans un logement qui est vétus, on a de la misère, par exemple, à se chauffer durant les grands froids. Donc, à ce moment-là, ça peut avoir un lien sur notre santé, mais sur notre portefeuille, bien entendu, parce que le prix de l'énergie augmente, les logements ne sont pas capables de fournir, ce qui fait qu'on s'appauvrit. Mais c'est à l'inverse aussi, durant les grandes chaleurs, donc les logements deviennent pratiquement des îlots de chaleur à eux-mêmes, sont mal ventilés, ils n'ont pas de hotte, donc à ce moment-là, on est obligé de sortir de son logement pour être capable de s'adapter à la température. Mais ça amène un autre problème parce que la majorité des logements dans ces quartiers-là, dans les logements les plus pauvres, n'ont pas de balcon ou n'ont pas de cour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut aller dans des espaces verts, dans des parcs pour être capable de profiter un petit peu d'îlots de fraîcheur. Mais ça nous amène à un autre problème, c'est-à-dire le transport. Dans la majorité des quartiers qui concentrent des logements qui sont pour les gens à faible revenu, on remarque un problème de transport. Par exemple, à Montréal, sur la carte que je vous ai montrée, la plupart de ces arrondissements-là sont mal desservis par les transports en commun. C'est un problème quand c'est le temps, par exemple, d'amener ses enfants pour essayer d'aller les faire jouer dehors, d'essayer de profiter un petit peu de l'extérieur pour essayer de se refroidir, ce qui n'est pas possible de faire dans nos logements. La notion de transport, elle est aussi vraiment intimement liée avec l'insécurité alimentaire. Donc, on sait que les changements climatiques, c'est démontré partout à travers le monde. C'est démontré ici aussi dans notre panier d'épicerie. Les changements climatiques ont un impact sur l'augmentation du prix des denrées. Donc, des exemples qu'on voit, nous, à tous les jours, par exemple, en raison des sécheresses qu'il y a eu dans l'Ouest canadien, dans le Midwest américain, mais la viande, elle a augmenté de 17 % pour nous ici. Pour ce qui est du riz, par exemple, l'année passée, exactement à la même date, au Pakistan et en Inde, on a eu des chaleurs qui sont allées jusqu'à 50 degrés. Ça, c'est du jamais vu jusqu'à présent, mais ça fait qu'on a perdu 250 000 tonnes de riz. Donc, pour nous, ça a augmenté de 17 %, la laitue de 30 %. Donc, on voit qu'il y a vraiment des impacts pour nous. Mais pour les gens qui sont mal desservis par les transports en commun, qui sont dans des endroits plus éloignés, bien, c'est des problèmes qui se mélangent aussi avec le phénomène d'embourgeoisement. Donc, moins d'épiceries grande surface abordables à proximité. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des régions qui deviennent carrément des déserts alimentaires. Donc, à ce moment-là, on est obligé de sortir de notre quartier, ne serait-ce que pour faire l'épicerie. Quand c'est le temps de le faire en transport en commun, c'est un problème parce qu'à ce moment-là, il faut faire l'épicerie sur à plusieurs fois, là, parce qu'on ne peut pas transporter tous les sacs dans l'autobus, par exemple. Ça prend beaucoup plus de temps pour faire l'épicerie puisqu'il faut la faire de plusieurs coups. Donc, on voit ici vraiment un lien entre le logement, le transport, l'augmentation du prix des denrées en lien avec l'insécurité alimentaire. Le dernier point que je voulais aborder, c'est les inégalités de charge, puis ici, plus particulièrement, le lien entre les inégalités de genre entre les hommes et les femmes. Donc, ici, il y a deux éléments que je veux aborder. Le premier, c'est vraiment l'idée qu'on sait à travers le monde que les changements climatiques, mais aussi n'importe quelle crise qu'on voit à travers le monde, fait augmenter tout ce qui a lieu avec ce qu'on appelle le travail du care. Donc, le travail du care, c'est tout ce qui est prendre soin des personnes à charge, le travail domestique à la maison. Donc, ça a un impact directement envers les femmes. D'abord, ici, si on pense au Canada, on peut penser, par exemple, aux conditions de travail. Donc, on sait qu'au Canada, le système de santé il est tenu à bout de bras par des femmes. 80 % de l'effectif en santé au Canada sont des femmes et 86 % de ces femmes-là sont des femmes racisées. Donc, on sait nécessairement qu'en temps de crise, on l'a vu par exemple avec la pandémie, les conditions de travail sont beaucoup plus difficiles pour les gens qui y sont. Même chose aussi pour ce qui est du salaire qui n'est pas adéquat face à la charge de travail que ça représente. Les changements climatiques impliquent une augmentation de mortalité en raison de la pollution, mais aussi en raison des grandes chaleurs. On voit aussi une augmentation des maladies vectorielles. Donc, on peut présumer, d'une part, que les conditions de travail vont devenir encore plus difficiles pour ces femmes-là. Mais de l'autre côté aussi, les changements climatiques induisent une augmentation de ce qu'on appelle le travail reproductif. Donc, le travail reproductif, c'est généralement du travail invisible. D'un côté, ça inclut toutes les personnes qui sont s'occuper des personnes à charge, les enfants, les aînés, les gens qui ont des besoins particuliers. Et de l'autre côté, tout le travail à la maison. Donc, devoir faire l'épicerie plus souvent, devoir s'occuper de la charge mentale, de s'occuper que tout le monde est correct à la maison, s'occuper des tâches ménagères à la maison.
on sait statistiquement que c'est généralement des actions qui tombent dans la cour des femmes. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que pour ce qui est des changements climatiques, ça impacte davantage les femmes parce que la majorité des solutions qu'on a en ce moment sont des solutions de type individuel, celles qu'on propose aux citoyens. Par exemple, recycler, composter, faire des lunchs pour les enfants avec moins de déchets, trouver des produits DIY pour faire le ménage qui sont moins polluants. Mais tout ça, ça tombe souvent dans la charge mentale des femmes parce que c'est généralement elles qui ont cette charge-là à la maison. Ce qu'on remarque, par exemple, dans des recherches qui ont démontré, qui ont été faites au Canada et en Amérique du Nord, c'est que généralement, surtout dans les couples hétérosexuels, on va avoir davantage ces charges-là qui vont être mises à une seule personne, ça va être à la femme. Ces statistiques-là vont devenir plus égalitaires lorsqu'on voit d'autres types de couples. Donc, si ce travail-là augmente, nécessairement, ça a un impact sur le coût de la vie des femmes. D'une part, ça peut impliquer une double charge, donc on doit travailler, on a encore notre emploi, donc il faut travailler, mais en plus, notre charge à la maison, elle augmente en raison de ça. Ou ça peut aussi impliquer parfois une diminution des heures de travail. On l'a vu, par exemple, avec la pandémie. Une recherche qui a été faite d'ailleurs récemment à l'Observatoire l'a abordé, le fait que certaines femmes ont été obligées de réduire leurs heures de travail pour pouvoir compenser à toute la charge qui venait avec le soin des personnes à la maison. C'est aussi associé à de l'épuisement, donc cette double charge, tout le stress qui vient avec le besoin de s'occuper des personnes à la maison, les personnes qu'on aime, ça vient avec de l'épuisement. Des recherches, il y a très peu de recherches, mais quelques recherches qui ont été faites, comme par exemple à l'Institut de santé mentale Douglas, ont démontré que durant, par exemple, la crise du verglas ou encore durant le déluge au Saguenay, on a vu davantage de troubles post-traumatique, d'anxiété, de dépression chez les femmes plutôt que chez les hommes en raison de la charge mentale qui était associée à tous ces éléments-là. Donc, c'est à travers ces éléments-là qu'on voit vraiment ces inégalités de charge envers les femmes et l'impact que ça peut avoir sur le coût de la vie. Donc, en conclusion, c'est ça, on a vu jusqu'à date vraiment qu'il y avait un lien entre logement, espace vert, transport et insécurité alimentaire. Il y a bien d'autres angles qui n'ont pas été abordés ici. Je parle par exemple de l'implication citoyenne. Beaucoup des quartiers les plus touchés par les changements climatiques, on voit des citoyens qui veulent s'impliquer. Par exemple, il n'y a pas les moyens pour le faire, donc il n'y a pas de possibilité, par exemple, d'activités de verdissement, de jardinage. Mais aussi, on voit enjeu de violence aussi. En état de crise, on voit la violence qui augmente. Antonio Guterres a d'ailleurs dit que les changements climatiques étaient l'élément qui augmentait le plus les violences à travers le monde. Et puis pour ça, on peut le voir juste ici. Durant l'ouragan Katrina en 2005, on a observé que dans l'année qui a suivi l'ouragan, les violences envers les femmes avaient augmenté de 98 % dans la région. Donc voilà, c'est sur ça que je vous laisse. Et puis on poursuit à travers la discussion. Merci. Merci beaucoup, Marianne-Sara. Juste à titre informatif, parce que tantôt, c'était des données notamment sur Montréal, sur l'impact des îlots de chaleur. La Direction de santé publique à Québec a documenté exactement le même phénomène dans les dernières années, quand il y a des épisodes de chaleur extrême. Les décès qui sont directement imputables à les quartiers où il y a des îlots de chaleur. Donc, c'est une tendance qui est effectivement très forte. Juste avant de commencer la discussion, on a parlé beaucoup de sécurité alimentaire. Je vous regarde à l'œil, là. Vous êtes encore capable de toffer. Normalement, c'est à 12h30 le dîner. D'accord? Là, il est midi, mais il y a vraiment une période de discussion jusqu'à 12h30. Moi, je n'ai pas l'excuse d'être enceinte, donc moi, je suis capable de toffer facilement, au moins jusqu'à 12h30. Alors, discussion, commentaires. Vous allez au micro, comme ce matin, c'était très riche. On va prendre 2, 3 commentaires, questions. Et ensuite, on fera un tour de table des panélistes. Là, faites-moi pas mentir, j'ai dit à des gens, vous allez voir, à partir de maintenant, à chaque atelier, ça va se lever encore plus dans la période de questions-commentaires. Ismaël? Oui, bonjour. Moi, je m'emmagasine des réponses, donc c'est pour ça. Mais j'ai bien aimé les interventions de tous les panélistes. Et on est parti vraiment du macro vers le micro, là, j'ai bien aimé. Et ce que je constate, c'est que, je ne vais pas utiliser un mot marxiste, là, une sorte d'hyperstructure qui est là et qui renforce en fait cette inégalité-là, cette distribution inégalitaire face à la hausse des prix.
Moi, je me pose la question de savoir pourquoi ne sommes-nous pas égaux face à la hausse des prix. Je pense, Maïka l'a abordé un peu, il y a un aspect structurel, il y a un aspect aussi un peu plus social, il faut s'intéresser à la cause de la cause. Est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce qu'on veut bâtir notre modèle de société pour lutter contre les inégalités? Est-ce qu'il y en a qui sont, comme on dit en relations internationales, il y en a qui disent que les États sont égaux entre eux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres? Est-ce qu'il y a des classes qui sont plus égales que les autres? On se rend compte que quand il y a une crise, lorsque les classes moyennes sont touchées, par exemple, c'est là qu'il y a un enjeu de mobilisation qui est plus grand. Je regarde ici la salle. Est-ce qu'il y a des patrons, par exemple, entre guillemets, qui sont là, qui participent à des débats sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale? On reste encore toujours dans un cadre d'intimité. Et lorsqu'on ne sort pas de ce cadre, je pense qu'il va toujours rester des personnes inégales face à la hausse des prix parce que les décideurs ne sont pas là. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi et comment peut-être qu'on peut plus parler aux décideurs. Merci beaucoup. On va prendre quelques autres interventions sur la question des préjugés. Moi, je suis animateur, fait que je ne pourrais pas intervenir, mais Jean-Yves et moi, on a travaillé récemment justement sur un rapport sur les préjugés, puis je pense qu'il y a un élément qui... Peut-être se redire juste pendant que quelqu'un se dégêne pour aller au micro, sur ce que tu disais, sur le fait qu'on parle entre gens qui se connaissent déjà, puis en même temps se rappeler que ces événements comme celui-ci, organisés par l'Observatoire, c'est aussi un moment où entre nous, on échange sur comment dire les choses, sur comment argumenter. Donc, on fait quand même avancer le discours. Je pense que c'est important de le reconnaître. Oui? Je suis très heureuse, en quelque sorte, là, parce que ce n'est pas si réjouissant, on va se le dire, d'entendre parler qu'effectivement, il y a des processus d'avarice-flation qui sont très prégnants. C'est important qu'on les considère et qu'on en prenne acte. Puis en même temps, la question que je me pose et que je pose à tout le monde, comment aborder cela en mobilisant plutôt qu'en entraînant une hausse de la colère et de la division? Parce qu'il y a une question ici de maintenir une cohésion sociale. Plus les inégalités vont aller en augmentant et moins notre cohésion va être grande. Et plus tous les indicateurs, développement économique, développement social, santé, vont aller vraiment au pire. Donc, on est à un tournant, puis on sait de plus en plus que ce qui cause les inégalités sociales, c'est aussi ce qui cause les changements climatiques. On sait également que les mieux nantis, les 1 puis c'est quelqu'un qui a publié sur l'Observatoire des inégalités, justement, dans un blog, je ne suis pas capable de le retrouver. Il disait qu'en 2050, ils vont avoir utilisé 72 du budget carbone et 28 restant pour le 8 milliards d'individus, on va avoir à se le partager. Fait qu'il y a un réel problème. Mais comment arriver à reprendre notre pouvoir collectif? Mais pas dans la hargne, la colère, mais dans un esprit de se dire, ça suffit. On est capable de faire autrement. Le jeu peut changer. D'ailleurs, on est passé du jeu de Monopoly quand moi j'étais jeune, là, j'ai 57 ans. Mais là, c'est plus ça, c'est des jeux collaboratifs. Fait que là, je pense qu'on est capable de jouer à autre chose. On a peut-être... Puis comment créer, c'est la question que je pose, comment créer cette envie de quelque chose de différent? Pour que, O'Neill, là, moi, je suis comme toi. Moi, là, je suis écœurée d'entendre parler des problèmes. On les connaît toutes, là, on est tous entre nous autres. Là. Moi, j'apprends rien quasiment ce matin, là. J'apprends rien. Moi, j'ai envie qu'on bouge. Alors, comment on fait ça? Merci. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, les travaux des épidémiologistes Richard Wilkinson et Kate Pickett là, en santé, qui a dit essentiellement ce que vous avez dit au début. Un des impacts négatifs des inégalités, c'est la distance qui se crée entre les gens et la plus grande difficulté ensuite d'avoir des rapports constructifs parce qu'on n'est plus capable d'échanger ensemble. Bonjour. Alors, Viviane Labrie, je suis chercheure autonome puis je suis associée à l'IRIS.
un peu dans la ligne de ce que Kathleen vient d'amener, j'ai envie de faire un lien entre les deux sessions de ce matin. Pour moi, effectivement, je pense que c'est important comme société qu'on change notre façon de voir c'est quoi la richesse. Et puis, un bon exemple de ça, c'est le dernier budget. Si je reviens, je vais donner, juste avant, on a parlé de la MPC tout à l'heure, la mesure du panier de consommation. Si, comme société, au lieu d'utiliser les indicateurs de faible revenu seulement pour regarder qui est-ce qui est en dessous, on regardait comment tout le monde se situe par rapport à ce seuil-là, on aurait un autre regard. Je le sais parce qu'à l'IRIS, on a fait ce travail-là, puis Statistique Canada a commencé à s'en servir aussi. Je vais prendre mes mains. La mesure du panier de consommation, le 10e le plus pauvre, il a accès à la moitié d'un panier de façon chronique. Et comme on disait tout à l'heure, quand on dit qu'un plan d'action pour lutter contre la pauvreté plafonne à 55 %, la moitié du panier, ce que va être la protection sociale, on a un problème dans notre règle du jeu. Dans les 20 dernières années, en gros, on a les moyens de 2 paniers. Le 10e le plus pauvre, sauf en 2020, a eu accès à un demi-panier en moyenne, et le 10e le plus riche a eu accès de 4 paniers à plus. Puis en Ontario, c'est plus encore. Et nous autres, on se compare à l'Ontario. Mais qu'est-ce qu'on veut? En Ontario, c'est pareil. Le 10e le plus pauvre, il y a la moitié d'un panier. Alors, notre conception de la richesse est dérangée par des discours qui sont effectivement, comment on disait tantôt, avarflationnistes. Je ne sais pas comment on va dire ça. Avarice. En tout cas. C'est lui là-bas qui a dit ça tantôt. Oui, oui. Ajoutons à ça que les dollars qu'on met plus haut dans l'échelle, ils sont énergivores. Alors que les dollars vitaux qu'on met plus bas dans l'échelle, on a appelé ça des dollars vitaux, qui sont des dollars locaux parce qu'ils circulent plusieurs fois dans l'économie. C'est avantageux pour une communauté que l'argent soit mis là. Puis on commence à l'apercevoir dans les statistiques de 2020. La PCU a eu des effets bénéfiques pour beaucoup de monde. Mais baisser les impôts cette année, puis là, c'est là que je me demande si on n'a pas un lien avec ce qu'amenait Kathleen. Il y a plus de monde que d'habitude qui a dit qu'il ne fallait pas baisser les impôts, il me semble, cette année. Ça a été des voix larges. Quand on a voulu un Québec sans pauvreté, on s'est dit l'amélioration des revenus du 5e le plus pauvre passe avant l'amélioration des revenus du 5e le plus riche. Le budget du Québec, cette année, il fait l'inverse. Mais devant les changements climatiques, on va-tu être mieux, plus recentré au milieu, ou bien plus distancié avec les effets d'agression puis de violence dont on se parle? Moi aussi, je me dis, comment on peut avoir cette conversation-là? En tout cas, au plan économique, il y a des personnes en situation de pauvreté. Je vais m'arrêter après. Là, je vois que c'est le temps que je m'arrête. Tu connais le blues de l'animateur, hein? Je connais le blues de l'animateur, mais je vais juste aller au bout de ça parce que ça me ramène à une phrase qu'on dit des personnes en situation de pauvreté en 98. C'était un autre budget. C'était Bernard Landry. Puis lui, il avait dit « A buck is a buck is a buck. Une pièce, c'est une pièce, c'est une pièce. » Non. Ils ont dit « Non. $1 sur mon revenu d'aide sociale, ça vaut bien plus qu'$1 sur le 100 000 ou sur les revenus du ministre. » Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se regrouper pour dire investir dans les dollars vitaux, ça nous rend plus riches collectivement? Alors qu'investir pour mettre des dollars par-dessus des dollars énergivores, on hypothèque l'avenir. Je pense qu'on est dû pour changer notre rapport au dollar, et les dollars, ils ne sont pas égaux. Si la livre de beurre elle coûte 7 bien, à un demi-panier, on s'en prive. Personne n'y pense à 100 000 de revenus. Alors, quelque part, je crois qu'on commence à avoir les outils. Moi, l'impression que j'ai depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a plus de monde qui peuvent parler. Tu m'as dit que tu terminais bientôt. Hein? Oui, j'arrête. Voilà. Vous aurez compris qu'on se connaît de très longtemps.
$1 est $1 est $1. Je vous rappelle ce que Raphaël nous a dit, notamment ce matin, quand il parlait du salaire des travailleurs étrangers qui travaillent dans les entreprises en agriculture, là, où le salaire, $1 de plus, là, c'était volumineux. Regardez, on va prendre... prenez des petites notes, là, puis je vais vous donner... vous allez faire un petit tour de table de fin à la fin, là, hein? Que vous allez être bon avec ça? OK. Bonjour. Je voulais seulement souligner, j'ai la chance de travailler avec des experts de vécu. Donc, je voulais souligner l'apport qui est très important dans une prise de décision avec des experts de vécu pour trouver des solutions qui sont réelles, adaptées et inédites. C'est tout. Hey, vous allez rester pour l'atelier de la fin, hein? Tu disais tantôt être écœuré. Des fois, on est écœuré parce qu'on a l'impression de répéter tout le temps la même chose. Et tu demandais, est-ce que ça a une utilité de se réunir? En tout cas, moi, je peux te dire que ça nous donne du gaz, des journées comme ça, puis ton témoignage m'en donne à moi. Et moi aussi, des fois, j'ai l'impression de répéter puis répéter. Je fais des conférences, je fais des présentations dans différents milieux de travail. Et je m'inspire beaucoup de ce que tu me dis va m'inspirer. Mais de ce que disent les experts de vécu, c'est très important. Il y a des statistiques, il y a des mesures et tout ça, mais de ce que disent les gens, de ce qu'ils ont vécu, puis qu'ils observent autour d'eux, en tout cas, moi, pour ma part, ça m'inspire beaucoup. Je voulais tout simplement te remercier, O'Neill. Il y a un effet rebond vers Ismaël dans cette intervention-là, parce qu'il avait dit que... Ça va être très court, en fait. C'est pour rebondir beaucoup sur les propos de Viviane, mais aussi de Kathleen, par rapport à la fracture sociale qui est en train de se créer. J'ai l'impression qu'on est beaucoup de ceux qui sont en bas, pas ceux... Moi, je ne me prétendrai pas, là, je vis nettement en dessous des 20 % les plus... Est-ce que vous êtes nommé au début? Marie-Pierre de Race, je m'excuse, j'ai oublié. Donc, j'ai la chance de ne pas me situer dans les 20 % les plus défavorisés, mais je suis aussi très loin des 20 % les plus favorisés. Je vois cette crainte-là d'une fracture sociale, mais je pense qu'on a droit... J'ai aimé l'appel à repenser au concept de classe sociale. On vit dans un mythe de la perte de classe sociale avec la montée de la classe moyenne. On est aussi dans une espèce de mythe de l'harmonie. Cette crainte-là de la fracture sociale, j'ai l'impression qu'elle est très peu sentie en haut, de la même façon que j'ai l'impression que la crainte de l'appauvrissement, de la montée des inégalités, elle est très peu sentie dans ce 20 % le plus riche et le 1 % qu'il faut apprendre à le nommer. Je pense qu'on a droit aussi à un espace de colère. Moi, je le vis quand je pars de chez moi et que je passe à travers les quartiers les plus riches. Cette colère-là, je ne peux pas imaginer ce que c'est pour ceux qui se situent de façon plus défavorisée. Puis la colère peut être mobilisatrice à certains moments. Puis je pense qu'il faut le nommer, il faut apprendre à questionner nos privilèges puis questionner ceux d'en haut aussi. Donc, c'est juste ça. Permettre cet espace de prise de conscience puis de colère, des fois, qui peut être mobilisatrice. Jacqueline Garabi, je suis conseillère en insolvabilité dans un bureau de syndic. Moi, je ne suis pas expert du vécu, pas du tout. Je fais pas partie de ça. Mais moi, le vécu, je le vis tous les jours avec les gens qui sont en difficulté financière et qui sont là dans mon bureau ou au téléphone à pleurer. Moi, je voulais parler d'éducation. Parce que la pauvreté, oui, on la vit au quotidien par rapport au panier d'épicerie. Mais si on a une pauvreté en éducation, on ne peut pas éduquer quelqu'un sur un budget, sur comment faire à manger, sur le minimum vital qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas. Monsieur O'Neill, il le dit. Lui, il a été obligé de déménager plus loin pour ça. Mais moi, là, j'ai des gens qui vivent à Montréal, j'ai des gens qui vivent à Québec, j'ai des gens qui vivent en Chaudière-Appalaches, qui ne sont même pas capables de savoir faire un minimum à manger. Et donc, comment voulez-vous régler le panier d'épicerie quand vous êtes juste capable d'acheter des frites parce que vous n'êtes pas capable de faire autre chose? Et donc là, le panier d'épicerie coûte plus cher que les pommes de terre, là. C'était juste ça. Merci. C'était pas juste ça, c'est très bon. 2 minutes, chacun, dans l'ordre que vous souhaitez, là. Je pense qu'on ne l'a pas nommé, mais on est dans un système capitaliste qui génère des inégalités telles qu'on les voit. Fait que pourquoi les inégalités, monsieur? Mais c'est le système capitaliste. À quand la révolution? J'ai très hâte, personnellement. J'en rêve à tous les soirs, puis c'est ce qui fait que je me lève le matin. Mais c'est ça. Pour aborder la mobilisation, mais je rebondirai un peu sur la dernière intervention. Moi, je pense qu'il faut être en colère. On a des raisons d'être en colère en ce moment. Ce qui se passe, c'est indécent. Puis, je pense qu'il faut reprendre la lutte des classes, là, justement. Tu sais, c'est vrai que les classes existent. On est gouverné par des astis de bourgeois. Excusez.
Je vais m'exprimer vulgairement, ça fait du bien. Puis, ben, tu sais, là, il est temps que le gouvernement sorte de ses châteaux, là, puis qu'il fasse en sorte que le peuple, dont il a la responsabilité, dont les droits sont brimés en ce moment à tous les niveaux, là, je veux dire, c'est le panel le montre en ce moment, soit enfin mis en œuvre. Puis pour ça, il faut faire pression sur les gouvernements, c'est leur responsabilité. Il faut arrêter d'avoir un gouvernement qui va au profit du 1%, du 20%, en tout cas des plus riches de la société, au détriment des plus pauvres. Donc soyons en colère, puis mobilisons-nous autour de cette colère-là. Puis, tu sais, il y a des études qui démontrent que dans les périodes de plus grande crise, notamment sur des ouragans, des affaires de même, mais la cohésion sociale, elle est là. La solidarité, les liens de solidarité sont là. C'est pas vrai qu'on se retrouve dans une guerre ouverte entre nous. Fait que moi, j'y crois à ça, sur la possibilité de reprendre notre pouvoir collectif. Puis on a le droit d'être en colère, puis d'exprimer cette colère-là. Aussi, je pense qu'il y a un phénomène, je ne sais plus c'était quelle intervention là-dessus, mais être de droite, c'est plus facile qu'être de gauche, parce que les concepts de gauche sont plus compliqués à assimiler et à comprendre. Fait que oui, ça passe par la mobilisation, il faut qu'on sorte dans la rue, mais ça passe par tout un ensemble de stratégies. Et l'éducation populaire en fait partie. Donc oui, il faut éduquer, il faut se représenter, il faut parler à nos voisins, il faut parler aux politiques, il faut être présent sur la scène publique et présente sur la scène publique. Puis, et démanteler, c'est pour ça que la recherche aussi est importante, parce que ça prend de démanteler les stratégies politiques qui sont quand même ferrées, notamment sur la mesure de la richesse. Là, ça c'en est un bon exemple. Fait que tout cet ensemble de pierres vont faire que l'édifice de la Révolution va être mis en place. Désolée. Merci. Donc, je vais prendre la balle au bon. Vas-y, Marianne. Parfait, je vais prendre la balle au bon. Donc, j'avais en gros ici colère souligné ici. Mais je dirais, c'est un petit clin d'œil, là, vous parliez de... c'est plus difficile d'être de gauche, entre autres en raison des concepts de gauche. Donc, je me permets ici de saluer l'intersectionnalité qui s'est sentie vraiment mal aimée dans les derniers temps. Pour répondre, honnêtement, mes réponses ressemblent quand même beaucoup à ce que vous avez dit. Pour moi, c'est vrai que c'est important de mobiliser la colère. Ici, je parle vraiment en mon nom, là. Mais je pense que c'est important que ça se fasse savoir. Donc, c'est important vraiment de voter en conséquence. Malheureusement, c'est le seul pouvoir qu'on a. Moi, je ne dirais pas d'où je suis à Montréal, mais récemment, on a eu des élections. Et puis, un château fort a été défait au bout de 30 ans. Vous auriez dû voir dans les rues comment les gens sentaient que c'était possible de changer quelque chose, que de se mobiliser. Ça faisait un changement. Donc, il y a quand même un pouvoir qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, je pense que ça, il faut le faire sentir aux politiciens. Donc, je ne suis pas en train de parler de Révolution française numéro 2, là, mais je pense qu'on a quand même un pouvoir à ce niveau-là. Et puis, un autre point aussi que je voulais apporter, je pense que c'est de se questionner. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont de l'argent, pourquoi est-ce qu'on va en politique? Je pense que le problème aussi, il est là, il est dans les raisons pour lesquelles on fait de la politique. Récemment, c'était à Infoman, je crois, là, j'ai vu, je pense que c'était le maire de Québec qui parlait du tramway, puis qui disait, et puis moi, ça, c'est très rare que je l'entende dans les médias, puis j'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant. Il disait, ben moi, je m'en fous, on a besoin de transport collectif. Puis si c'est l'événement sur lequel je ne vais pas être réélu, bien, ça sera ça, tant pis, je vais avoir fait quelque chose de bon pour la société. Puis pour moi, ça, c'est un discours qu'on n'entend absolument jamais. Donc, je pense qu'il faut revenir aussi aux bases, les raisons pour lesquelles on fait de la politique. Merci. Je ne veux pas le mettre dans l'eau chaude, mais on a un politicien qui va participer, un ancien politicien qui va participer au dernier panel. Alors, pourquoi on se lance en politique, M. Ossan? Ça fait partie des questions qu'on pourra discuter plus tard. 2 minutes, c'est pas assez, Marc, mais il faut je vois. Oui, t'es capable, J'avais plein de mots qui ont... Tu peux donner le micro à O'Neill puis lui donner 4 minutes, ça va faire pareil. Hein? OK. J'avais plein de mots qui remontaient, puis sur lesquels je voudrais intervenir. Violence, préjugés, rapport de force, mobilisation, espoir, agir, histoire, indignation, processus. J'aurais eu le goût d'intervenir sur tous ces sujets-là. Mais je vais en choisir 2, OK? La question de l'histoire et du processus. Le changement s'inscrit dans l'histoire et dans le temps. Et ça, c'est vraiment contraire à ce qu'on est comme société. On vit dans le maintenant et dans le ici. Tant qu'on va rester dans le maintenant et ici, qu'on va être ahistorique et pas se rappeler, par exemple, toutes les luttes qui ont été menées, qui nous ont menés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y en a des acquis
En fait, donc, le message que je veux vous lancer, c'est qu'il y a de l'espoir. Moi, dans le fond, depuis 25 ans, je suis impliqué, 25 ans, j'étais impliqué activement, mais je suis encore impliqué, dans le fond, dans les enjeux de lutte à la pauvreté. Puis, dans le fond, je vois qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui avancent, pas à la vitesse que je voudrais. Ça irait beaucoup plus vite. Si on avait adopté la loi sur l'élimination de la pauvreté hein, qu'on avait élaborée, il n'y en aurait plus de pauvreté au Québec. Donc, on les connaît, les moyens, dans le fond, sauf qu'effectivement, il faut agir. Il y a la question du politique. Hein, il y a des acteurs politiques qui ont des rôles à jouer. Par exemple, je suis content de voir qu'au niveau municipal à Québec, on va vers la tarification sociale. J'étais content d'entendre le maire de Québec de dire que ça nous prendra un fonds, logement, pour vraiment reprendre le contrôle de nos logements au Québec. Pas laisser ça au marché privé, par exemple. Reprendre du pouvoir là-dessus. Alors, donc, moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, dans le fond, qu'on peut changer les choses parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui ont changé au Québec. Mais c'est sûr que il y a encore beaucoup de travail à faire et l'indignation est bien importante dans tout ça. Alors voilà, donc c'est ça. C'est ce que je voulais dire d'essentiel. Merci. Vraiment, je trouve que ça va beaucoup trop lent. Ce que j'aimerais, c'est qu'au Québec, chaque personne arrive à se payer au moins un vrai repas par jour. Puis ça, c'est pas des niaiseries, puis de vivre dans des logements décents. Puis depuis 18 ans, j'ai fait partie de colloques, de rencontres comme ça, de tables. J'étais un bout de temps à 10 tables de lutte contre la pauvreté au niveau local, régional et provincial. Puis je vois pas nos gens qui mangent mieux qu'ils mangeaient 18 ans passés. Puis je vois pas nos itinérants mieux logés. Tout empire, de pire en pire. Merci. On se mobilise seulement quand la sacro-sainte classe moyenne est touchée. Ça ne devrait pas être le cas. Je pense qu'il y a quelques voix publiquement qui parlent d'autres choses que juste la fameuse majorité, qui n'est pas une majorité au final. Puis je pense que ça vient avec un peu les commentaires du début, c'est-à-dire quel est le pouvoir qu'on a là-dessus. Bon, déconstruire sa pensée sur qui est au bas de l'échelle, qui est en haut de l'échelle, créer des solidarités et des coalitions. Puis ça veut dire des solidarités et des coalitions qui sont différenciées. On parlait d'intersectionnalité, c'est de comprendre ces dynamiques-là, mais moi, je pense pas que ça nous divise, je pense que ça nous unit. Parce que je pense que le 99 % existe, mais il n'existe pas de manière similaire et égale dans tous les domaines pour tout le monde. Mais je pense que si on se voit comme étant ensemble face à un système qui nous opprime, qui nous dépossède, qui nous oppresse, si on le voit comme ça, c'est le premier pas vers une lutte collective, je pense. Et bon, au niveau individuel, je suis d'accord que moi aussi, je veux la révolution. C'est le premier point sur lequel je suis d'accord. Mais le deuxième point sur lequel je suis d'accord, c'est que on va pas convaincre. Il y a beaucoup de gouvernements qu'on va pas convaincre. Mais il y a des partis qui sont plus ouverts à être convaincus. Et il y a certaines politiques qui seraient acceptées s'il y a certains partis qui étaient au pouvoir, et il y a certaines politiques qui ne seraient pas acceptées si certains partis étaient au pouvoir. Là, je ne vais pas donner mes couleurs, mais il y en a une. Et pour finir avec la colère, je suis d'accord aussi que... Écoute, moi, je suis en colère. Je me réveille le matin, je suis en colère. J'entends des amis queer parler, je suis en colère. J'entends des amis racisés qui me parlent de leur vécu, je suis en colère. J'entends ma grand-mère qui était sous le seuil de la pauvreté, qui est en colère. C'est vraiment fâchant, mais... je pense que ça peut être un moyen de mobilisation. Si, effectivement, comme le commentaire de madame disait, si on le rend positif ou si on le rend actif, c'est très important de, effectivement, dépasser la critique, dépasser seulement la colère de façade, là, la colère de médias sociaux, puis de prendre cette colère-là, puis de collectivement faire en sorte qu'on va changer les choses. Ça ne suffit pas de critiquer, je pense qu'il faut prendre action. Puis je suis contente de voir que vous êtes toutes des personnes qui prenez action. Donc, merci infiniment. Merci. Il reste 2 minutes. Fait que c'est la prérogative de l'animateur de se le donner. Parce que dans l'atelier, parce qu'il va participer aussi au dernier atelier, il n'aura pas le temps de dire tout ce qu'il veut dire. Fait qu'il va en profiter. Je veux juste coller certains morceaux, puis tant qu'être dans l'indignation, vous partagez un petit moment d'indignation. Ismaël, tu as abordé la question des préjugés. Là. Ça a été peu discuté, mais ça a été soulevé quand même. Le regard qu'on porte, souvent très réducteur, sur les gens qui sont en bas de l'échelle. En ce moment, je donne un coup de main à la Ville de Québec comme conseiller dans des dossiers en logement social, puis je vais faire du pouce sur ce que Céline nous a présenté au début.
On avait des grands espoirs avant l'annonce du budget. Des espoirs qui ont été... déçus, c'est même pas un bon mot, là. Juste la Ville de Québec demandait 2500 unités sur 5 ans. L'ensemble du Québec a eu 1500 nouvelles unités sur 5 ans. Oui, c'est ça. Alors, à 62 ans, j'en ai vu passer des budgets. J'en ai vu passer des budgets difficiles. J'en ai vu... on a vu les années d'austérité, tout ça. Mais quand je regardais ça, je me disais... J'ai l'impression, étrangement, que pour la première fois, un gouvernement décide d'avouer publiquement. Parce que le logement social, là, ça répond aux besoins des gens qui sont en bas de l'échelle. Les gens qui sont en haut de l'échelle, même au milieu, n'en subissent pas le contre-coup. Essentiellement, c'est tu es en bas de l'échelle, c'est ton problème. C'est ça que le dernier budget est venu dire. Moi, je m'occupe des gens en haut de l'échelle. Le ministre des Finances a même eu l'odieux de dire, quand il s'est fait poser la question, « Qu'est-ce que vous faites des gens en bas de l'échelle? » Ils ont eu leur part l'an passé. Si tu es pauvre, c'est ton problème. Moi, je n'ai jamais entendu affirmer ça de façon aussi claire dans un budget québécois. Alors, sur cette bonne parole, qui nous met de bonne humeur, on s'en va dîner pour 1 heure, puis on revient avec un atelier qui va justement nous parler, un panel qui va justement nous parler de budget. Peut-être qu'on va réagir à ce que je viens de dire, tant mieux. Alors, bon dîner. Pour les consignes, je laisse la parole à